Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur invité de cette semaine, Monsieur Jean Désy. Monsieur Désy, je veux qu'on parle de votre plus récent recueil, L'accoucheur en cuissarde. Et dans le recueil, on retrouve près d'une quarantaine d'anecdotes qui vous sont arrivées, quelques-unes qui vous sont pas arrivées, mais que vous avez entendu parler lorsque vous étiez dans le Nord. Et est-ce que vous voulez un peu nous raconter, moi, il y en a une panoplie que j'ai lue dans l'ouvrage, là, mais il y en a des autant drôles que des fois un peu plus tristes, là. Comme par exemple, il y en a une qui me vient en tête d'un policier qui voulait aller secourir un jeune qui s'était suicidé et qui, malheureusement, le garçon est décédé. Là. Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que après autant de décennies de pratique médicale, parce que j'ai eu la chance, grâce à ce métier-là, de connaître 3 grandes régions qui couvrent 75% de l'étendue de la géographie du Québec, je me suis rendu compte que j'avais quand même des histoires, des anecdotes qui, finalement, font partie de ma vie. Et pour parler de cette anecdote-là, c'est certain qu'un jour, dans le Nord, dans le Grand Nord, au Nunavik, il y a un jeune policier qui venait d'arriver là et il y a un jeune homme qui était monté dans un poteau pour se faire une tentative de suicide, qui bougeait, là, qui s'était mal pendu. Puis le jeune policier est monté en haut du poteau, il y avait plein de monde en bas, puis en voulant le détacher, il a coupé la corde, puis il a échappé le patient, le suicidaire, qui est tombé sur la tête, puis qui est mort. Et c'est pas drôle du tout. Ça, c'est pas une histoire avec laquelle on rit. Non, vraiment c'est pas. la déconfiture, l'espèce de grand désarroi profond du jeune homme policier qui a quitté le Nord, qui a jamais été capable de continuer. Il se sentait coupable, que j'ai vu comme ça. Mais voici une histoire. Mais en même temps, c'est très porteur de plein de significations. Ça montre que le contact avec la misère, la souffrance, la maladie, le suicide et la mort est jamais chose simple. Il y a des êtres qui sont nettement mieux fournis, mieux équipés, mieux bâtis comme compatissants, ou qui sont plus résilients de nature, qui ont toutes sortes de qualités, qui sont capables d'être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus forts vis-à-vis de la misère des autres. D'autres qui sont beaucoup plus fragiles. Comme moi, comme homme, je le dis maintenant parce que je deviens vieux, je suis plus fragile à la misère. J'ai des limites. J'ai des limites à côtoyer la grande misère. Enlever des échardes, là, c'est pas de la misère totale, là. Regarder une otite à l'urgence, là, ça fait pas partie de la misère des autres. C'est un soin obligatoire quand un enfant fait une otite. Mais la vraie misère, c'est un jeune homme de 20 ans qui tout à coup devient schizophrène puis qui va l'être toute sa vie. C'est quelqu'un qui a voulu se tuer. C'est quelqu'un à qui on doit dire « Oh, vos radiographies semblent montrer que vous avez une tumeur métastatique, là, puis je suis pas certain que vous avez un grand pronostic de vie. » Ce rapport à la misère fait partie du monde de la vie humaine, des soins, mais depuis toujours. C'est pas nouveau, là. Puis finalement, pour en revenir à l'histoire du jeune policier, tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'est pas préparé, ou tout le monde n'a pas les mêmes qualités pour assumer le mal avec un grand M, ou la misère, ou la souffrance, ou la mort. Mais est-ce que c'était plus dur à vos débuts? Bon, en fait, je dirais pas. En fait, moi, comme jeune homme, évidemment gâté. Moi, j'ai passé ma vie dans le bois comme scout, là. Puis j'ai fait des études de médecine parce que mon idole, c'était Che Guevara, là. Mais je m'attendais pas à avoir un rapport si intense avec la misère ou le mal. Quand je dis le mal, c'est d'un point de vue philosophique, là. Puis c'est pour ça que je m'adonne à la littérature, c'est pour ça que j'écris, puis c'est pour ça que j'enseigne la littérature, puis c'est pour ça qu'il y a des œuvres comme, mettons, La peste de Camus, que je fais lire depuis 12 ans à mes étudiants dans mon cours de littérature. C'est des étudiants en médecine? C'est des étudiants, c'est offert par la faculté de médecine, mais c'est des étudiants en sciences la plupart du temps. À peu près 30% sont des étudiants en médecine. Il y a des gens en psychologie, en sciences d'éducation, en sciences biomédicales, en philosophie et en littérature. Mais donc, je fais lire La peste de Camus, parce que pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre du 20e siècle en littérature francophone. Puis parce que Camus a réussi à mettre en scène un médecin, un soignant, mais avec une énorme vraisemblance, Camus étant pas lui-même médecin. Et tout à coup, là, dans un roman extrêmement palpitant, mais qui met en scène aussi une situation épidémiologique grave, la peste, dans un village à Oran, en Algérie, là, on peut en faire une métaphore, là, ça peut être la métaphore de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le rapport philosophique à l'absurde, au mal, puis au devoir face au mal. Le docteur Rieux, qui est un athée, fait son devoir. C'est tout ce qu'il fait, mais il le fait remarquablement. En fait, comme image ou comme personnage ou comme héros, voici quelqu'un qui se pose bien des questions, mais qui, dans le fond, se dit et se fait dire « ta job, c'est de soigner ».
Et ça, c'est c'est très camusien, là, cette interrogation sur le sens de l'existence. Il est très proche, à un certain point de vue, d'un autre de mes héros en littérature, là, Saint-Exupéry, qui, lui, comme pilote, s'interroge aussi sur le sens à l'existence, là. Donc, en tout cas, la littérature, moi, m'apporte énormément dans la mesure où ça permet de mettre un certain baume sur le mal que je suis appelé à côtoyer ou que j'ai été appelé à côtoyer dans le monde de la misère ou de la médecine. Fait que finalement, je me sens gâté de pouvoir jongler avec plusieurs univers parce que moi, avec la manière que je suis fait, je suis pas certain que j'aurais cette capacité quotidienne d'habiter ou d'être à tous les jours confronté par la misère humaine. Mais il y a des êtres d'extraordinaire qualité qui sont capables de voir des sidéens tous les jours. Il y a des infirmières dans le Nord avec qui je travaille qui sont d'extraordinaires soignantes, mais la soignante type, moi je dirais dans ma vie, là, puis je peux faire ce compliment-là, la soignante, plus que le soignant, c'est habituellement une infirmière. Puis dans le Nord, les infirmières ont un rôle d'omnipraticienne. Ils soignent, ils ont des protocoles et ils soignent remarquablement. Moi, c'est mes collègues. Et pour moi, je me sens très gâté de pouvoir les accompagner. Être là s'il y a un bébé qui a besoin d'être intubé, mais j'ai la chance de pouvoir avoir des soignantes. Ça me fait parfois penser... des gars qui sont en première ligne. Et ça me fait un peu penser justement au titre de l'anecdote que vous racontez par rapport au titre du livre « L'accoucheur en cuissarde », où l'infirmière est déçue que vous arriviez enfin en cuissarde parce qu'elle pensait accoucher la dame. En fait, puis oui, puis les infirmières... blague, mais... Ouais, mais les infirmières qui font l'obstétrique, en général, un accouchement, avant que ça aille mal, ça va toujours bien. C'est qu'on soit sage-femme, grand-mère, infirmière, médecin, en fait, ce qu'on a à faire, c'est accompagner la femme qui fait tout le travail. C'est certain, par exemple, qu'il faut considérer l'obstétrique comme une science extraordinaire à ce moment-ci, parce qu'il y a un pourcentage pas négligeable, 10, 15, 20% parfois, ça dépend des pays, ça dépend des régions, où il y a des complications. Mais vous en racontez au début de l'ouvrage, de l'accouchement que vous faites, et finalement, le bébé n'arrive pas, vous appelez un collègue qui finalement vient vous aider. C'est un forceps, là. En fait, le monde de l'obstétrique, c'est un monde particulier dans le monde des soins, parce que, par essence, on a affaire à une femme. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire du monde, c'est encore les femmes qui portent les bébés. Je suis pas certain qu'en 2045, ça va être encore le cas. Vous pensez que... Je sais pas, je dis n'importe quoi, là, mais pour l'instant, c'est... Donc, on a affaire à une femme, jeune la plupart du temps, en bonne santé. C'est qu'il y a un rapport de joie profonde d'accompagner quelqu'un qui va accoucher. Mais cette joie profonde est proportionnelle au risque et à l'immense dangerosité face à une situation qui, quelque part, peut toujours, en l'espace de quelques minutes, devenir tragique. C'est que mon propos est littéraire et poétique dans l'accouchement en cuissarde, mais en même temps, je le répète, la science gynécologique fait en sorte que, dans une ville comme Montréal, c'est rare qu'on entend parler d'une femme de 24 ans qui est morte en couche, en train d'accoucher, là. Donc, puis il n'y a pas 1 million de formes de traitement, là. Il y a une science très précise qui fait qu'en général, on ne perd pas les femmes ni les bébés. Parfois oui, mais c'est très rare. Bien, dans l'ouvrage, il y a une dame, justement, qui est en hémorragie parce que le placenta est collé. Ben, puis... Ça fait puis en même temps, ça fait partie d'un placenta Creta ou il y a des placentas plus... Les autochtones avec qui j'ai travaillé toute ma vie sont en général des individus qui souffrent pas beaucoup de dystocie, ils n'ont pas de misère à sortir des gros bébés. Mais les placentas sont plus problématiques. C'est que c'est une manœuvre qu'on doit faire. Puis si on est en situation extrême, loin, sans salle d'opération, sans spécialiste, sans anesthésiste, à ce moment-là, c'est une manœuvre importante de savoir retirer un placenta avant que le patient meure en hémorragie. Mais ça fait partie des activités techniques essentielles, puis en même temps qu'il faut savoir faire si on a à cœur de faire en sorte que le patient meure pas. Puis finalement, on peut dire plein d'affaires. On peut être poète, techno-scientifique, on peut être administrateur. Mais au bout du compte, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les humains soient les moins souffrants possibles quand c'est possible. Mais une fois ça dit, il ne faut jamais oublier que il y a quelque chose de dangereux, je pense, qui est véhiculé à ce moment-ci à travers le monde, pas juste au Québec, autour de la notion de santé. Comme si tout le monde se fait persuader qu'être en santé, c'est jamais être malade. C'est idiot, je trouve, dire ça, parce qu'on est tous toujours relativement en état de maladie. Mais évidemment, quand on a 20 ans, les maladies sont pas mal moins dramatiques, puis on meurt pas mal moins vite qu'à 85 ans.
Mais l'extraordinaire chose, puis voir la médecine ou les soins comme ça, c'est que finalement, tous les humains sont toujours en situation d'équilibre avec les milliers de maladies qu'ils possèdent, qui pourraient les solliciter, les rendre vraiment très fragiles ou sinon malades. Donc, accompagner un malade, c'est l'aider à passer à travers une situation de maladie qui, en général, est temporaire. C'est rare que ça mène à la mort, mais oui, ça va. Puis en même temps, une fois qu'on a dit ça, ben, cette vision de la santé qui est véhiculée maintenant fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde sans réflexion qui ont l'impression qu'ils vont être immortels. C'est pathétique. Parce que la technologie a tant évolué. Oui, mais cet oubli que la mort fait partie de la condition humaine, pour l'instant en tout cas. Non, mais je caricature un peu, là, mais je suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps se dire hey, « je vais mourir c'est pas un propos suicidaire non, c'est qu'on a une fin. Mais puis en même temps, ben, ceux qui ont 96 ans, là, ils savent qu'ils ont une fin. Puis plus on vieillit, plus cette fin-là devient quelque chose avec lequel on doit pactiser. Mais une société qui nie cette évidence, puis une société qui nie aussi toute la qualité, mais j'utilise ce mot-là en pesant mes mots, là, de l'avenue qui nous mène à la mort, ben, c'est une société qui finalement devrait être jugée comme pathétique à certains points de vue. Je suis pas en train de dire qu'on soit tous morbides, mais comme moi, j'ai eu la chance de rencontrer des Autochtones, puis je le dis, puis dans mon livre aussi, là, les Inuits sont probablement les individus qui, dans ma vie, m'ont le plus aidé comme soignant, parce que c'est probablement les êtres les plus fatalistes que j'ai pas rencontrés. Pour toutes sortes de raisons civilisationnelles, à cause de leur histoire, la situation inuit au Nunavik est particulière depuis 10-15 ans, très très difficile, mais les individus très malades, souffrants, mais mourant en phase terminale d'un cancer, en général, moi, m'ont apporté beaucoup de paix comme soignant parce que quelque part, ils m'ont dit, mais c'est quoi tu me dis là? Je vais-tu à Montréal 16 fois pour avoir de la chimio? Non. Bon, merci beaucoup. Là. Si je suis trop souffrant, tu vas-tu me donner un peu de morphine? Oui, je reviendrai. C'est extraordinaire. La notion de fatalisme peut être extrêmement positive vis-à-vis de la mort. La société dans laquelle j'évolue au Québec, la société contemporaine, me semble aux antipodes d'une vision positive et fataliste, mais dans le meilleur sens du terme. Si vous me permettez, M. Désir, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de votre plus récent coup de cœur littéraire.